Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Transparence 93.7 en Ariège, sans c'est ta foi, et bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maude Pigan. Bonjour Maude. Bonjour Florian. Aujourd'hui, on va tourner autour, on va faire une émission bis, hein, c'est bien ça, parce qu'on a, voilà. On avait déjà évoqué le marché de l'énergie. Le marché de l'énergie, ça sera la semaine dernière. Le sujet de cette émission. Voilà, il faut compléter parce que c'est assez complexe, effectivement. Donc en particulier... En gros, les factures d'électricité, EDF, voilà. Les conséquences déjà existantes et à venir sur les factures d'électricité. Du démantèlement de ce service public de fourniture d'électricité, en fait. Voilà. Donc en pratique, on assiste, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais à un renchérissement général du coût de l'énergie en France qui vient plomber les factures des Français. Alors, si vous vous souvenez, à l'automne dernier, on avait déjà évoqué la notion du pouvoir d'achat avec notamment un livre donc, de Philippe Herlin, qui est docteur en économie du Conservatoire des Arts et Métiers. Et puis, vous avez une vidéo intéressante sur YouTube, on avait mis le lien aussi, qui s'appelle effectivement « Quand un économiste dévoile le grand mensonge autour du pouvoir d'achat », donc réalité contre l'INSEE. Bon, parce qu'effectivement, il décodait un peu la manière dont, quelque part, les Français avaient été beaucoup plus que ce que l'INSEE révélait, impactés par un renchérissement très important du coût de la vie. En particulier, lui, il avait insisté beaucoup sur l'aspect immobilier. Voilà, le poids de l'immobilier dans le panier de la ménagère, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas dans le budget des ménages, sachant que l'immobilier n'est pas du tout pris en compte par l'INSEE, puisqu'il considère que quand on achète notamment son logement, même si on le paye pendant 30 ans, c'est considéré comme un investissement, donc on n'en tient pas compte. Donc, si vous voulez, il y avait déjà cet élément très fort. Puis bon, il dénonçait la manière dont l'INSEE, finalement, quelque part, ne prenait pas en compte toute une série de prix. Il assimilait, par exemple, en raison de soi-disant les augmentations de capacité des ordinateurs actuels. Selon l'INSEE, l'ordinateur actuel, par exemple, ça vaudrait 50 €. Parce que, par rapport à les années 90, par exemple, où on pouvait acheter l'équivalent de 1 000 € son ordinateur, les ordinateurs d'aujourd'hui ont beaucoup plus de puissance. Donc, on considère que, comme c'est les caractéristiques se sont bien améliorées, finalement, on a beaucoup plus pour le même prix, donc c'est comme si on le payait 50 €. La logique est assez obscure, mais enfin, ce que ça donne, en fait, c'est qu'on a artificiellement une sous-évaluation, si vous voulez, du coût réel de la vie pour les gens, et donc ça impacte également, évidemment, les minima sociaux, puisque c'est en fonction aussi des chiffres de l'INSEE qu'on décide ou non de telle ou telle revalorisation, etc., ce qui est donc très important. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc on a déjà assisté dans une toute première phase, si vous voulez, durant, on va dire grosso modo, les années 2000, à une énorme augmentation du coût de l'immobilier en France. Et donc, pour les personnes propriétaires qui achetaient des maisons ou pour les locataires, à un budget grévé par cet élément-là. Et puis, dans la deuxième décennie, la décennie d'après, on va dire, pour schématiser, on a assisté à un renchérissement très important du prix de l'énergie, qui lui aussi est assez difficilement contournable pour les ménages. On a déjà évoqué la semaine dernière ces évolutions importantes. On a cité notamment le documentaire de Gilles Balbast, Main basse sur l'énergie, sur lequel on reviendra tout à l'heure potentiellement. Il a 2 très intéressants documentaires que j'ai cités la semaine dernière et je vais vous les rappeler cette semaine. On y apprend notamment que depuis la dérégulation, donc en une petite dizaine d'années, le coût de l'électricité a augmenté en moyenne de 35% pour les familles, en termes de moyenne des factures, et le coût des factures de gaz d'environ 70%. Donc, en ce qui concerne la notion notamment de chauffage, vous imaginez bien que pour les gens, c'est quand même très, 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 très lourd. Et puis, bien évidemment, on a parlé beaucoup du carburant depuis 6 mois, depuis plus que ça d'ailleurs, mais avec la crise des Gilets jaunes, évidemment, on en parle allègrement. Alors moi, je voudrais effectivement souligner le fait que justement les prix flambent à la pompe. C'était l'objet d'un article que je vais vous citer, d'une pétition. Donc, outre l'électricité, outre le gaz, en ce qui concerne la fourniture d'énergie, évidemment, pour tout ce qui est déplacement, ça nous affecte. Alors, je vous cite cet article du Parisien, qui est tout récent, ça date du 6 mai 2019, et ça s'intitule « Carburant, les prix flambent encore à la pompe ».
Et donc, nous avons effectivement un graphique, notamment, qui nous montre une réaugmentation encore très importante du coût des carburants. Alors, l'État nous dit, en pratique, c'est pas nous, c'est les cours du pétrole qui augmentent. Sauf que ce que nous rappelle le Parisien, c'est que sur 1 litre à 1,60 €, l'État récupère 1 € de taxes. D'accord, quand même. Donc effectivement, on nous dit le samplon n'a jamais été aussi cher depuis avril 2013 et le diesel frôle son record historique d'octobre 2018. Voilà. Et donc effectivement, en fait, on a un tiers du prix lié à la fourniture de l'essence ou du pétrole en général. Donc ça, c'est affecté par les cours du pétrole. Par contre, les 2 tiers autres, c'est les taxes. Et ça, vous vous souvenez qu'on avait eu une notion potentielle de taxe flottante qui avait été mise en place déjà en 2002 sous le gouvernement Jospin, c'est-à-dire que quand les prix du pétrole augmentaient, les taux de taxation diminuaient pour pas que les prix aux consommateurs finalement soient trop importants et vice-versa. Eh bien, ce mécanisme de compensation, il avait été réévoqué potentiellement au printemps par le président de la République lors du grand débat. Et puis finalement, M. de Rugy vient de l'enterrer bel et bien en disant que ça ne sera pas à l'ordre du jour. Voilà. Donc effectivement, on nous encourage plutôt à changer de voiture, mais effectivement, pour changer de voiture, encore faut-il avoir les sous, malgré les primes à la conversion et tout le reste. Voilà. Et puis ça ne changera peut-être pas complètement le problème. Alors ce qui est très intéressant dans tout cela aussi, c'est de voir que on nous balade un petit peu quand même, parce qu'on nous raconte tout ça, vous savez, on en a déjà parlé, des choses liées à l'environnement, les fameuses taxes carbone, etc., qui augmentent évidemment la facture générale. En pratique, effectivement, l'écologie à bon dos ici, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé abondamment dans cette émission et ailleurs. On est dans une situation où, quelque part, on se réfugie derrière un concept écologique, même si on a vu aux européennes qu'il y a beaucoup de gens que ça préoccupe, et c'est normal. On est finalement dans une situation où on taxe les taxes. C'est-à-dire que si la TVA, généralement, nous taxe à 20% sur la majorité des produits, vous allez le voir sur la facture d'électricité, comme on va voir tout à l'heure, par exemple, le mégawattheure est taxé et on paye des taxes de TVA sur les taxes. D'accord ? Donc on rempile les choses derrière, évidemment, des beaux principes, mais on est finalement dans une injustice assez flagrante. Donc juste pour vous donner un petit repère, pour ce qui concerne l'essence, par exemple, on est très loin de 20% de TVA, entre guillemets. Le gazole est taxé à 157%, c'est-à-dire 8 fois la TVA, et le super samplon 95 à 182%, c'est-à-dire 9 fois la TVA. Ça vous donne une idée, voilà. Plus toute une myriade d'autres taxes évidemment dessus. Voilà, alors si on résume, l'ensemble de toutes les taxes payées par les usagers de la route sur l'année dernière s'est élevé à 67 milliards d'euros. Pour donner un équivalent, le total de l'impôt sur le revenu payé par les Français, les contribuables français, c'est 72 milliards d'euros. Donc 67 milliards d'euros pour tout ce qui a trait à l'essence et 72 milliards d'euros pour l'impôt sur le revenu. Donc c'est presque la même chose. Sauf que là, on est dans quelque chose de indiscriminé, quels que soient les revenus des ménages. Donc quand on est pauvre ou riche, si on doit faire le plein d'essence pour se rendre à son travail, eh bien on est taxé pareil. Voilà, donc ça c'est très important. Alors on a des pétitions sur le sujet, on mettra si vous voulez un lien. L'idée générale étant de dénoncer évidemment ces choses-là. Alors, pour se concentrer sur le marché de l'énergie maintenant, en ce qui concerne spécifiquement le marché de l'énergie, on a déjà parlé la semaine dernière de hausse prévue. Donc, on a déjà évoqué un petit peu le contenu de notre facture. Sachez que vous avez effectivement pratiquement, là encore, au moins un gros tiers de taxes. Je vais vous citer quelques éléments, si vous voulez, pour vous donner un peu plus de compréhension du sujet. Alors, en pratique, il faut déjà savoir qu'entre 1992 et 2017, le prix de vente du kilowattheure a augmenté de 150%. Donc, on est dans une situation, soi-disant, on nous dit que c'est un des plus bas d'Europe, mais enfin, il a déjà quand même fortement Depuis quelle date renchéri. tu l'as Depuis 92. De 92 à d'accord. 2017, on a une augmentation de 150%, 150%. du prix de vente du kilowattheure. Donc, mine de rien, quand même,
C'est pas si mal. Hein. Voilà. Alors, on se souvient effectivement qu'au niveau de la TVA, je répète, elle est de 5,5% sur l'abonnement, mais il est de 20% sur le montant de la consommation, sur les kilowattheures qu'on paye. Parce qu'il y a le forfait, il y a aussi la consommation. Exactement. Sauf qu'effectivement, ce forfait-là, malheureusement, on nous explique en détail qu'en fait, on paye des taxes sur les taxes, quoi, après. Donc ça, c'est assez incroyable. Alors, il y avait eu un article du Canard enchaîné du 9 janvier 2019 qui s'intitulait « Une électricité plombée à 54% par les taxes ». En fait, il nous explique que depuis 15 ans, la tripotée de taxes que l'État applique à l'électricité a doublé. Et que donc, si on résume, si on enlève les 35 € de taxes, par exemple, sur 100 € qu'on paye en termes de facture, les producteurs reçoivent 25 € et les transporteurs et distributeurs reçoivent à peu près 40 €. En résumé, grosso modo, hein, ça ne fait pas tout à fait 100%, mais voilà. Donc, si on rapporte aux 65 € de la facture hors taxe, les 35 € de fiscalité représentent 54% en fait de la facture. Donc, c'est quand même de notre consommation finalement et de notre prix d'abonnement. Donc, c'est effectivement très important. Ok, donc ça c'est très important. Je voudrais insister sur un élément qui est quand même crucial aussi, puisqu'on parle chiffres. En 2006, le prix du kilowattheure représentait 40% de notre facture. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à 25%. Donc ça veut dire que, si vous voulez, la vraie consommation qu'on payait représentait déjà pas la moitié à l'époque de notre facture. Il y avait certainement déjà des taxes, il y avait aussi de l'abonnement, tout ce qui est acheminement. Mais maintenant, finalement, ce qu'on consomme, donc on nous incite à faire des économies et tout ça, ça représente qu'un quart de notre facture. D'accord ? Donc, c'est vraiment quand même énorme. Quant au gaz, lui, effectivement, on nous dit les taxes sur le gaz. Par exemple, on a maintenant plus du double du poids des taxes par rapport à 2010. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'on peut faire attention à ce qu'on consomme. Donc, ça ne changera pratiquement rien sur le changement du prix de la facture. Ça va changer par le ricochet que les taxes qui s'appliquent sur cette consommation va avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Le coût du kilowattheure en tant que tel va avoir un certain prix, ça va augmenter un peu, mais les taxes qu'on paye sur les kilowattheures consommés, elles vont démultiplier l'effet. Donc si, ça va avoir un impact, mais par l'effet démultiplicateur des taxes qu'on applique sur notre consommation. Voilà. Donc ça, c'est très important. Effectivement, il y a différentes choses en termes de chiffres, mais ce que je vous en ai déjà donné pas mal. En tout cas, ça vous donne un peu une idée. On est dans une situation où, notamment, on a rajouté et démultiplié, multiplié par 5, une taxe en particulier qui s'appelle la CSPE, donc la contribution au service public de l'électricité. Il faut savoir que cette CSPE, qui représente maintenant 15% de notre facture, tout confondu. D'accord ? Donc, si vous payez 100 € de facture, vous payez déjà 15 € de CSPE, donc de cette fameuse taxe en question. Eh bien, elle est à quasiment 70% dévolue à payer les surcoûts de rachat de l'électricité solaire et éolienne. C'est-à-dire que pour subventionner l'éolien et le photovoltaïque, essentiellement sur la base finalement de spéculateurs étrangers, comme on a déjà parlé de l'éolien pas mal dans cette émission au printemps. On a 2 émissions spécifiques éolien, donc j'invite nos auditeurs à s'y reporter. Nous avons effectivement à assumer collectivement le surcoût très important de garantie d'achat par EDF aux opérateurs, généralement, je répète, des spéculateurs étrangers qui fournissent de l'éolien et du photovoltaïque en termes de courant. Ils doivent acheter à 82 € du mégawattheure la production éolienne et photovoltaïque. Biomasse un peu dans une moindre mesure. Donc l'idée générale, c'est que tout ça s'est reporté sur nos factures. Donc 70%, 68%, quasiment 70% de la CSPE, de la contribution donc au service public de l'électricité, sert à financer cela. Et si je rapporte les 68% aux 15 € que vous payez sur votre facture de 100 €, eh bien vous payez, à chaque fois que vous payez 100 € de facture, vous payez plus de 10 € aux spéculateurs de l'éolien et du photovoltaïque. En résumé. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est très important. La CSPE, ça va représenter 8 milliards pour 2019, dont 6 milliards vont être uniquement destinés à ce que je viens de vous dire, donc à financer le rachat garanti de ces spéculateurs. Voilà, donc ça, c'est très important. Une fois qu'on a dit ça,
il faut voir un petit peu comment se découpent maintenant finalement nos factures et quelles vont être comment on va dire se dessine l'avenir en ce qui concerne de EDF et donc du coup les impacts que ça pourra avoir sur nos factures en tant que consommateurs, mais également sur nos impôts en tant que contribuables. On a déjà rappelé la semaine dernière qu'effectivement, le nombre de personnes en précarité énergétique augmentait, d'après le médiateur de l'énergie, de façon importante. On a plusieurs articles sur le sujet, mais je peux vous citer déjà énergie, le nombre de litiges a augmenté de 38% en 2 ans, par exemple. Ça, c'est aussi Le Parisien. Ça date du 14 mai 2019. Vous pouvez effectivement vous reporter également à un autre document qui parle de 60% de litiges sur les factures en plus. Alors je vais vous le retrouver, si je ne vous le retrouve pas tout de suite, c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est le rapport du médiateur de l'énergie. Le nombre de litiges liés aux factures augmente de 60%. Donc cette hausse, d'après toi, serait due à quoi ? Est-ce que c'est Linky ? Est-ce que c'est d'autres choses ? Moi, je pense qu'au fur et à mesure qu'on augmente le coût de l'énergie, de plus en plus de monde se retrouve sous l'eau. Et donc, de plus en plus de monde sont amenés aussi à faire des réclamations parce que ça passe plus du tout dans l'épaisseur du trait et que donc, ils ne peuvent plus se permettre de laisser passer cela. Il peut y avoir les deux. Linky ou pas Linky. Est-ce qu'il y a une hausse en même temps du déploiement du Linky, par exemple ? Bien sûr, mais également, on a déjà évoqué plusieurs fois les problèmes de surconsommation. Alors, il peut y avoir des surconsommations, on y reviendra dans une autre émission, mais avec des cas précis. Mais on a des surconsommations potentiellement liées au fait que les appareils ont du mal à supporter le CPL, le courant porteur en ligne, notamment les chauffe-eau qui semblent être particulièrement impactés au niveau de leur activation ou désactivation par le CPL du Linky. Donc, du coup, vous allez avoir des problèmes de chauffe-eau qui fonctionnent trop et qui vont augmenter considérablement la facture, avec des exemples concrets de personnes qui ont résolu leurs problèmes en mettant un minuteur analogique sur la commande de leur chauffe-eau pour éviter d'avoir des surconsommations énormes dues au CPL, par exemple. Voilà. Vous avez également, évidemment, tout ce qui est mouton noir du Linky potentiellement, puisqu'on a plusieurs exemples médiatisés de gens qui ont des soucis avec des surfacturations énormes suite à la pose du compteur, avec une corrélation vraiment extrême. Voilà, donc le rapport du médiateur de l'énergie indique que le nombre de litiges liés aux factures augmente de 60%. Je vous invite pour cela à voir donc France TV Info, ça date du 14 mai dernier. Voilà. Alors, on a déjà évoqué la dernière fois qu'il y allait avoir une augmentation spécifique des factures de 5,9% préconisée par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, à partir du 1er juin. Je vous réfère à cela. On sera obligé d'en reparler la semaine prochaine puisqu'on a encore plein de choses à dire sur EDF et la privatisation d'EDF, mais il faut que vous sachiez déjà clairement que le quart de la production que EDF est obligé de vendre aux opérateurs concurrents, type Direct Énergie et autres, depuis la loi NOM, une loi dite de modernisation du marché de l'électricité qui date de 2010 et qui était censée créer de force, quelque part, un marché concurrentiel en France, a entraîné tout simplement la multiplication d'une myriade d'opérateurs qui étaient censés, d'ici à 2025, date de la fin de cet accord de vente obligatoire par EDF de 25% de sa production à prix coûtant, 42 € du mégawattheure. D'ici 2025, ces opérateurs étaient donc censés investir dans des outils de production d'électricité. En fait, ils n'en ont rien fait. La CRE, la Commission de régulation de l'énergie, n'a pas du tout sanctionné, alors qu'il était censé le faire, cette absence d'action de la part de ces opérateurs. Dans l'intervalle, ils ont bénéficié, grâce à une spéculation lié au marché de l'énergie. Vous savez qu'il y a une bourse de l'énergie en Europe avec un prix qui fluctue et ces opérateurs ont systématiquement profité de ces quotas fournis par EDF pour spéculer lorsque le prix sur le marché de l'énergie était plus important. Ils se fournissaient moins cher et ils revendaient plus cher sur le prix de l'énergie, le prix de la bourse de l'énergie, si vous voulez, sur le marché de l'énergie. Et dans l'autre sens, quand au contraire, il pouvait se fournir moins cher, il laissait à EDF son électricité plus chère. Et EDF donc ne pouvait jamais vraiment se refaire et profiter quelque part de ceci. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis, effectivement, là, la CRE estime, comme le marché, si vous voulez, de l'électricité a énormément augmenté en termes de prix, ce petit jeu des opérateurs alternatifs ne peut plus se faire. Ils ont épuisé leur quota, si vous voulez, et ils ne peuvent plus spéculer
à leur intérêt. Donc, ils demandent, quelque part, via la CRE, une augmentation du quota que EDF leur fournirait. Et cette augmentation, pour qu'ils puissent du coup spéculer, se ferait évidemment au détriment de tous les usagers, les usagers comme nous, que nous sommes, si vous voulez, et qui sont du coup vaches à lait dans l'affaire, pour maintenir artificiellement une concurrence dans un marché où ça ne leur rapporte rien. Les consommateurs, excusez-moi, ils sont consommateurs, parce que là, pour le coup, ils n'ont pas du tout d'intérêt à avoir cette concurrence. Depuis 11 ans. Tu insultes les consommateurs. J'insulte les consommateurs, dont je suis, parce qu'effectivement, malheureusement, ils doivent assumer, sous couvert de concurrence qui était censé faire baisser les prix et leurs factures, ils doivent assumer déjà une augmentation générale de 35% de leurs factures depuis la dérégulation. Et maintenant, une augmentation de 6% de l'ensemble de la facture et en fait de quasiment 20% du prix du mégawattheure. Donc, on y reviendra la semaine prochaine. Oui. En ce qui concerne spécifiquement l'évolution de EDF et les impacts que cela va avoir sur nos factures à l'avenir, mais également le démantèlement du service public que l'on a payé avec nos sous quand même. Merci beaucoup Maud. À la semaine prochaine.